Madame l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Sarthe, Très bien. c'est ça? Très bien, c'est Très bien. parfait. Mesdames les conseillères régionales ici présentes, Monsieur le maire, il doit être là quelque part, derrière, Mesdames et Messieurs les membres des jurys SMLH et AMOPA, Mesdames et Messieurs les proviseurs et chefs d'établissement, je vois que vous êtes au complet et ça me fait bien plaisir de voir tous les patrons et patronnes, je dirais, présentes aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les professeurs, les enseignants, les répétiteurs pour certains, les parents qui ont pu nous accompagner, Mesdames et Messieurs les représentants de la SMLH, de l'AMNOM et de l'AMOPA, et surtout, chers élèves et candidats, Mesdames et Messieurs, Madame Agnès Picard, qui doit être quelque part, là-bas en face de moi, présidente de l'AMOPA et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour cette 4e édition du concours de l'éloquence de la SMLH. Merci Agnès de ton aide et de ton soutien. Comme je le fais depuis 3 ans, je salue une nouvelle arrivée. Le lycée Marguerite Yourcenar qui nous rejoint cette année, venu rejoindre Racan-Roussel, les fidèles depuis le lancement 2023, Touchard-Washington 2024, Bellevue en 2025. Progressivement, le nombre s'accroît et nous impose de nouvelles règles. Je sais que vous les avez suivies dans le respect du projet associatif que nous menons. Le temps est limité avec l'apparition de la petite sonnette. Tu as la petite sonnette? Voilà. Les suppléants ont montré leur importance avec les désistements que l'on a eus ces derniers jours. Malheureusement, tous les établissements n'en avaient pas, et finalement, les 3e prix seconde et première ont été transférés en terminale. Rien n'est parfait, puisqu'au final, il y a un grand déséquilibre de participation. 3 élèves concourent en seconde, 3 en première et 11 en terminale. Merci aux proviseurs et chefs d'établissement d'avoir accepté cette entorse au règlement qui est arrivé hier soir. Avant même de débuter, félicitations à nos 17 concurrents d'avoir relevé ce défi du devoir découlant des droits. Je précise mes mots. D'après Robert Baden-Powell, vous avez amené des arguments parfois surprenants. J'en dirai pas plus. Aujourd'hui, il n'y a rien que le bonheur de discourir. Le plus dur est derrière vous. Vous avez passé les épreuves de sélection. Alors, comme disait quelqu'un qui est décédé maintenant il y a bien longtemps, n'ayez pas peur. Comme l'an dernier, des candidats et même des lauréats de 2024 sont là pour vous soutenir. Certains ont même replongé. Le redoublement est autorisé et même salué à la SMLH. Il tente à prouver que nous sommes dans la bonne voie. Certains n'ont pas eu la chance d'être retenus et ont préféré passer leur tour, comme Morgane cette année. Alors, elles nous accompagneront tout au long du subconcours. Alors, Lise, Morgane et Nour, qui sont venus me rejoindre sur la scène, participeront au tirage au sort et après la prise de parole de Madame Poglio, et elles nous accompagneront également pour la remise des prix à la fin. La SMLH est plus que jamais tournée vers la jeunesse, nos futurs citoyens et la transmission de nos valeurs. Alors, 3 dates. Le 22 mai, remise des prix de l'apprentissage aux 9 lauréats. Le ou la première, jusqu'à présent on n'a eu que la première, sera invité à Paris, espace Champéret, pour recevoir son prix national, et je l'accompagnerai. Le 18 juin, commémoration de l'appel à l'école Camille Souchu de Serrenfoul-Tourte, et de ce 18 juin, le bureau va se remettre au travail pour réfléchir sur le sujet de 2027, plus facile, quoique on aime bien des sujets un peu, excusez-moi du terme, tordus. Enfin, le 30 juillet 2027, ça fait loin paraît-il, la 3e Olympiade de la jeunesse à Paris. La bande-annonce sera présentée pendant la délibération du jury. J'ai, je peux le dire dès maintenant,
2 lycées, ici présents aujourd'hui, qui ont annoncé leur participation. Merci Bellevue, merci Touchard. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire les inscriptions pour le 15 mai et on verra début septembre quelle équipe, comment se reconstituent les équipes. Mais pour info, déjà, sans donner d'informations trop privées, je peux dire qu'on a un capitaine d'équipe, Nour, Touchard, un vice-capitaine d'équipe, Morgane, pour Touchard. Maintenant, je sais, je n'ai pas eu le temps de travailler plus avant avec Bellevue, mais je sais que ça va se faire très rapidement, puisqu'on a l'habitude de travailler ensemble. Donc, je voudrais à la fin terminer par 2 grands merci, encore à Madame l'inspectrice, pour sa confiance et son soutien depuis 4 ans maintenant. C'est très important pour nous. On a toujours voulu attacher notre concours à l'éducation nationale et c'est normal. Monsieur Chartrain, proviseur du lycée Touchard-Washington, il doit être quelque part derrière. Ou alors il est parti. Non, il est parti parce qu'il avait un autre rendez-vous. Mais on a Madame de L'Hotal qui doit être là. Qui devrait, en principe. Allez, va. Pour son accueil et la mise à disposition de ces locaux. Maintenant, il est temps de m'effacer, Madame, de vous laisser la parole, à remplacement de Monsieur le Préfet, et puis ça sera à vous de déclarer ce concours ouvert. Merci. Monsieur le Président de la Société des membres de la Légion d'honneur, Madame la Présidente de l'Association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, et enfin, chers élèves, j'espère n'avoir évidemment oublié personne. Je dois dire que chaque année, pour moi, c'est évidemment un honneur et un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, pour voir effectivement s'éclore des talents qui seront finalement une partie de notre avenir et qui permettront à ces jeunes de s'orienter vers des parcours ambitieux. Alors je voudrais d'abord remercier à travers évidemment Madame de L'Hotal, la proviseure adjointe du lycée, le lycée, Monsieur Chartrain, donc pour son accueil effectivement et cette organisation. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des personnes qui organisent le concours et vous, à travers évidemment tous les membres de la société, ainsi que la MOPA. Je voudrais remercier également la participation des lycées. Mesdames et messieurs les proviseurs, merci d'encourager et de faciliter la participation évidemment de vos élèves à ce type de concours. Il me semble que pour l'éloquence et pour justement cette ambition des jeunes, c'est très important en termes d'excellence et aussi en termes de persévérance. Je voudrais aussi remercier évidemment les enseignants qui sont là tous les jours avec les élèves, tous les jours, qui travaillent bien sûr à travers des programmes, mais qui aussi travaillent finalement cette expression orale tous les jours, puisque sans cette expression orale, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'apprentissage possible en collectif. Et le travail des enseignants est capital et je les remercie vraiment très sincèrement. Je voudrais également remercier évidemment les élèves qui se sont lancés, parce que je trouve que c'est quand même très courageux finalement d'entreprendre ce parcours, ce travail qui est très exigeant. Et il est exigeant à plusieurs titres. Exigeant déjà dans la préparation. Le thème qui vous a été proposé cette année, faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite, eh bien déjà, ce travail de préparation nécessite recherche, étude, réflexion, esprit de synthèse, structure, argument,
Et tout cela, évidemment, c'est ce que les élèves travaillent tous les jours dans les cours, mais qui là se focalisent autour donc de cette thématique. Et ce travail, il conduit non seulement à ce sens de l'effort, ce sens du travail personnel, de la recherche, qui procure de la satisfaction, et souvent de la grande satisfaction, mais qui peut aussi parfois procurer du découragement, parce que c'est un thème exigeant, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, et donc l'accompagnement dont vous avez pu bénéficier alors est particulièrement important. Donc ce travail de préparation, très important, car l'éloquence ne peut exister que si vous maîtrisez complètement votre sujet. Mais c'est un exercice complémentaire, c'est un exercice en prolongement, puisque l'éloquence, ça demande aussi un travail sur soi, un travail de confiance, un travail là aussi de préparation, d'entraînement, d'acceptation de l'erreur. Accepter ses erreurs pour mieux rebondir, accepter d'être regardé, accepter d'être corrigé, accepter de modifier finalement ce que l'on a prévu. Tout ça, ça renvoie à de très très belles qualités et de très belles compétences pour construire votre parcours. Et donc je suis évidemment désolée parce que je ne pourrai pas rester pour écouter vos prestations, mais je n'ai aucun doute sur la qualité et l'engagement dont vous avez fait preuve. Voilà, donc je voudrais encore vous remercier. Et puis j'aurai peut-être des échos, je n'en doute pas, peut-être par vos proviseurs, qui sauront évidemment me transmettre tout le talent dont vous aurez fait preuve cet après-midi. Donc merci à vous. Alors les lycées ont été cités, le lycée Racan, Touchard-Washington, Joseph Roussel, Bellevue et Marguerite Yourcenar. J'espère que l'année prochaine, il y aura encore un peu plus de candidats. Je pense que c'est important, ce travail. Et puis, peut-être pour terminer, je voudrais dire aux élèves aussi que je compte sur eux pour partager leur expérience avec leurs camarades. Dire à vos camarades que c'est possible, qu'on peut y aller, qu'on peut travailler. Et que là, tout le chemin que vous avez parcouru, il est déjà essentiel. Voilà, donc si vous avez un message à porter, je crois que celui-là vaut vraiment la peine. Voilà, donc j'ai compris qu'il me revenait maintenant la responsabilité de déclarer la 4e édition du concours de l'éloquence ouvert. Et donc, voilà, j'ai confiance et je suis sûre que tout va très très bien se passer. Comme de l'habitude. Voilà, donc un grand merci à vous tous. Merci. Nous appelons donc Tao Robert de Roussel. Chers membres du jury, c'est avec une grande fierté et une profonde humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui. De nos jours, à vrai dire, depuis toujours, le devoir est à la base de nos droits. En faisant chaque jour ce qui est attendu de nous, de vous, on construit les bases sur lesquelles on peut ensuite faire valoir plus de justice. Nous, jeunes de cette salle, de la France tout entière, nous sommes les futurs piliers de la société. Nous avons le devoir de protéger ce qui est et ce qui sera pour les générations à venir. Mais pour des jeunes gens tels que vous et moi, qu'est-ce donc le devoir? Est-ce juste une simple tâche à faire de temps en temps? Un peu comme des devoirs que nous donnerait un professeur? Non, il est bien évident que non. Le devoir est une chose si complexe et si simple à la fois. C'est une prise de conscience que nous nous devons d'avoir. Il est bien plus grand que ce que nous pouvons l'imaginer. C'est d'abord agir dans le but de protéger des valeurs et des intérêts, des droits. Certains disent que les droits que nous avons sont déjà acquis depuis toujours. Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'est plus utile de les défendre. À bien des façons, je me suis demandé pourquoi le devoir était si important. J'ai compris qu'en réalité, notre démocratie est comme une toile blanche.
est que chaque personne, chaque Français est comme un point de couleur pour à la fin donner un tableau harmonieux. C'est vrai, puisque notre devoir peut se définir de plusieurs manières, comme voter par exemple. Nous devons choisir quelle est la personne qui nous représentera, en qui nous pouvons placer confiance. Mais aussi respecter les lois, pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité et que personne ne vive dans la peur. Winston Churchill a un jour dit « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Selon moi, le courage est essentiel, car c'est lui qui détermine ce qui perdure et ce qui disparaît. Effectuer tous ces devoirs au quotidien est complexe. Le devoir est particulièrement difficile, car il demande de respecter des règles, de penser aux autres et d'agir dans l'intérêt collectif, même lorsque cela va à l'encontre de nos envies personnelles. Cela implique de faire des efforts constants, d'être responsable et parfois de faire passer le bien commun avant soi-même. Depuis ma plus tendre enfance, ou du moins aussi loin que je ne puisse m'en souvenir, mes parents, ainsi que ma grand-mère, m'ont toujours fait grandir avec des principes et des valeurs. Parmi celles-ci se démarquent le mérite, le travail, la persévérance et le sens des responsabilités. Mais surtout, ils m'ont toujours fait comprendre que rien n'était gagné ni acquis d'avance, et que tout se mérite à la sueur de son front. J'ai, il y a 3 ans, acquis dans ma scolarité ma détermination et mon courage. Je me suis mis à apprendre et à avoir le courage de m'accrocher. Le résultat ne fut pas vain, puisque je me tiens devant vous aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'en effet, le courage est le déterminant le plus important de l'avenir. Un peu comme une clé renfermant une porte dont nous serions les seuls à pouvoir l'utiliser. Tout ça pour dire qu'en effet, le courage... Nelson Mandela a agi par le devoir envers son peuple. Il avait le devoir moral de défendre l'égalité et la dignité humaine. À bout de bras, avec une persévérance plus qu'admirable, il y est parvenu. Il a agi envers son peuple, à une époque où les personnes noires en Afrique du Sud étaient victimes de discrimination, privées de leurs droits les plus fondamentaux. Il aurait pu choisir de rester dans le silence. Il aurait pu faire comme tant d'autres, ne faire preuve que de panurgisme. Mais il a fait le choix du courage et de l'engagement. Il s'est battu pour défendre des valeurs essentielles, comme l'égalité, la liberté et la dignité humaine. Le droit, c'est un bien grand mot également, que peu de personnes arrivent à définir. C'est tout d'abord ce qui nous permet d'organiser la vie entre nous, que ce soit au niveau familial, pour les mariages par exemple, aussi heureux soient-ils. Le droit permet aussi de nous protéger au travail, à l'école. Je pourrais ainsi continuer pendant des heures, mais la cloche vient de retentir. Je vais finalement conclure en vous disant qu'il y a quelques années, je pensais que nos droits étaient le prix durement gagné grâce aux devoirs que nous accomplissions. Cependant, je sais à présent ce que je sais à présent, c'est que même si notre devoir n'est pas accompli, ou du moins pas totalement, nos droits sont toujours reconnus, quels qu'ils soient, et en n'importe quelle circonstance. Car imaginez un seul instant perdre vos droits de vote sous prétexte que vous ne vous êtes pas présenté à la mairie le jour des élections. Cela est complètement dépourvu de sens. Vous en conviendrez. En y regardant de plus près, s'il n'existait ni droit ni devoir, nous en viendrions tous à la même conclusion. Moins de liberté, désordre, injustice, que dis-je, anarchie. Je vous remercie.
Nous accueillons maintenant le moine Fleurine. Un petit rappel pour tous les élèves, la cloche sonne à 5 minutes et à partir de là, il vous reste 1 minute pour conclure. On nous a dit 10. Non, c'était une erreur. Nos libertés, mesdames, messieurs, membres du jury, définissent nos droits et nos devoirs. Ces derniers sont l'essence même de notre société. La démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle le peuple a le pouvoir de décision. Elle ne peut fonctionner seulement et si les droits et les devoirs de chacun sont respectés. Je parle devant vous, non pas en tant que simple élève, mais en tant que future citoyenne de notre pays, la France. Les libertés sont le cœur même de notre société. Ainsi, je peux affirmer que nous vivons dans un monde où chaque femme et chaque homme peut exercer sa capacité à avoir des devoirs puisqu'il a des droits. Un droit, c'est une liberté offerte à un individu, alors qu'un devoir, c'est une obligation souvent imposée que nous devons respecter. Les libertés et les droits fondamentaux sont les piliers les plus importants de notre démocratie. Je dis, j'annonce et j'affirme que sans liberté, point de salut. Nous disposons de nombreux droits. Ces derniers nous permettent de vivre sereinement et nous guident dans nos actions au quotidien. Nous avons la liberté de penser, la liberté d'expression ou encore la liberté de mouvement. Nos principes et nos valeurs personnelles influencent directement l'utilisation de ces droits. Le respect de chacun, ainsi que les lois rédigées dans la Constitution de la Ve République, en place depuis le 4 octobre 1958, nous imposent de respecter l'autre, mais pour pouvoir vivre en communauté. Mais qu'est-ce que le devoir, me diriez-vous? Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à effectuer nos devoirs pour le bien collectif, pour que notre démocratie fonctionne correctement. J'ai des devoirs, mais vous en avez également. Un citoyen est une personne considérée comme du point de vue de ses droits politiques aux yeux de l'État, comme le droit de vote, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, et encore le droit d'opinion. À ceux n'ayant pas, comme moi, 18 ans dans la salle, vous n'êtes point considérés comme citoyens aux yeux de la loi. Cela explique donc votre incapacité à voter lors des élections. Mais c'est vous, adultes dans cette pièce, qui êtes considérés comme les plus aptes à prendre des décisions pour le pays. De nos jours, où tout doit aller vite, plus vite, toujours plus vite, le temps nous est compté. La société vante la performance individuelle, la compétitivité, voire l'agressivité et le dégoût des autres. De nos jours, l'un des sujets les plus sensibles chez les jeunes, actifs et entre 18 à 30 ans, c'est la santé mentale. Nous, jeunes de France, qui devons reprendre la flamme de la société, refusons les conditions de vie et de travail que l'on nous impose. D'après certains, les jeunes ne veulent pas travailler. Les jeunes n'ont aucune détermination. Les jeunes sont paresseux. Mais avez-vous seulement regardé le monde que vous nous laissez? Nous sommes la nouvelle génération, celle qui prend tout au sérieux, celle à qui on remarque, on pointe, on reproche d'être enfin ouvert d'esprit et de dénoncer les imperfections de cette société, de notre société, car les anciennes générations n'ont eu que d'autres choix de se taire. Il n'y a rien de dramatique, pourtant, rien de terrible dans ce monde qui expliquerait une santé mentale aussi fragile. Est-ce que vous êtes sûr? Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. Une proposition de loi qui, pour ceux que ça n'intéresse pas, semble tout à fait banale.
mais il y a quelques jours. Je parle d'une proposition de loi honteuse de Caroline Yadan, qui a proposé il y a quelques jours seulement une loi visant à criminaliser les critiques à l'encontre de l'État israélien, alors même que la survie du peuple palestinien n'a jamais été autant menacée. Ne trouvez-vous pas ça honteux que de faire passer en priorité votre avis à l'encontre de nos droits? Ne trouvez-vous pas cette proposition contradictoire avec les valeurs et la devise même de notre pays? Ne trouvez-vous pas ça immoral et provocateur alors que le peuple français veut simplement la paix? N'agissez-vous pas dangereusement en tentant d'imposer cette règle à celles et à ceux qui veulent vivre en commun? L'engagement est, de mon point de vue, un droit comme un devoir. Vous êtes engagée, madame, à représenter les Français. Notre démocratie a encore besoin de changement pour que nous puissions enfin vivre en communauté. Notre démocratie a encore besoin de changement pour que la santé mentale des prochaines générations soit allégée et que nous puissions exécuter correctement nos devoirs et bénéficier de nos libertés sans accroche. Pensez-vous que si un citoyen n'exécute pas ses devoirs, il devrait voir ses droits lui être retirés? Je n'en suis pas si sûre. Il existe trop de situations pour que nous puissions juger. Les devoirs et les droits sont liés. Ils s'unissent, ils se complètent l'un et l'autre, pour autant que l'un ne soit supérieur à l'autre. Je vous remercie. Une auberge. La nuit est froide. Sous un toit qui commence à vieillir et un logement qui a été déclaré insalubre à cause de l'humidité qui ingérait les murs sans pitié de la petite famille. Je ne ferai pas mes devoirs aujourd'hui, déclara le petit garçon en étant convaincu que ça ne sert à rien. Tu sais, mon petit, dit la mère, l'école, c'est une usine miniature de la vie. Ton maître sera ton patron et les devoirs, tu les auras toujours en version adulte. Pas juste des missions à accomplir, mais des normes à respecter, des comportements et des lois à adopter. Et plus tu es productif, plus tu as de la chance d'avoir des récompenses. Plus de bonbons, plus de temps libre pour jouer, et plus de respect des autres. La mère a de la peine de cacher la vérité à son fils. Elle ne lui dit pas qu'aujourd'hui, celui qui travaille moins gagne plus que celui qui travaille toute sa vie. À la suite, la mère plonge dans ses réflexions. Elle se souvient d'avoir entendu une phrase qui l'a marquée. Faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite. Cette phrase a été prononcée comme une morale pour ceux qui réclament des bénéfices tout en restant les bras croisés, sans se donner la peine d'agir ou de faire le moindre effort. Dans ce cas-là, nous sommes d'accord que c'est complètement correct. En revanche, ça ne peut pas être appliqué partout et tout le temps. On ne peut pas demander à un mineur d'aller travailler pour avoir le droit de manger, d'être logé, même si c'était un immigré. On ne peut pas vous demander d'aller travailler pendant que vous êtes en arrêt maladie. Et pourtant, vous êtes payé. Ça vous paraît logique peut-être. Cependant, aujourd'hui, dans certains pays, ils appellent ça la méritocratie. Avec l'équation idéale de effort plus talent égale mérite, qu'on peut très facilement traduire en travail plus devoir égale droit. Bon, changeons de contexte. C'est comme si on disait, en échange de votre travail, nous allons vous offrir des droits pour avoir une meilleure vie. Mais depuis quand il faut fournir quelque chose pour mériter une vie décente? Avez-vous déjà entendu parler des droits des humains? Ceux qui ont accueilli les immigrés avant de demander quoi que ce soit, ceux qui ont permis à la sécurité sociale d'exister et beaucoup d'autres droits qui nous ont sauvés et empêchés de mourir parce qu'on ne peut pas payer le prix d'un médicament. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Dans certains pays, on paye ses droits. Et puis, de quel travail parle-t-on? De quel sacrifice? Est-il adapté pour toutes les classes sociales? Sinon, le travail à fournir devient juste de l'argent dans la poche de l'autre, quelques contacts, et hop, on a gagné sa vie. Parce que le mot travail est souvent remplacé par argent,
et parce qu'il y a pas mal de gens qui héritent tout simplement le mérite de travail déjà fait par leurs parents. Tout à l'opposé de ce garçon dont le père travaille jour et nuit, et malgré cela, apparemment, il ne méritait même pas une maison mieux que celle-ci. Après, on monte tous sur la même échelle, mais on commence pas au même étage. Et que fait-on si on a échoué? Nos efforts sont comptés? Non. Cette inéquation est immesurable. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions de vie pour être capable de donner les mêmes efforts. La méritocratie n'existe pas, et c'est bien ça le côté sombre de cette phrase, car c'est malheureusement vrai que même les plus méritants, ceux qui ont le plus travaillé, ceux qui ont tout donné, à la fin, ils ne vont pas forcément gagner. Soit parce qu'ils n'étaient pas à la bonne place, soit parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire ce qu'ils sont capables de faire, ou à cause de beaucoup d'autres facteurs comme le genre, l'époque, le lieu de naissance, qui peuvent les empêcher d'avoir ce qu'ils ont mérité. Et pourtant, nous vivons clairement dans une société qui jauge seulement le résultat, qui construit votre image selon vos succès listés dans un CV. Vous avez un exemple actuel en France de ces professeurs qui déjà n'ont pas ce qu'ils méritent, mais qui en plus peuvent se faire poignarder au collège n'importe quand. Vous avez moi comme exemple devant vous, car si je n'avais pas été en France, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je n'aurais pas pu mériter ma place ici. Bien évidemment que la mère n'allait pas raconter tout ça à son enfant de 7 ans. Au contraire, elle préférait lui donner de faux espoirs, avec les slogans à l'école et les propagandes à la télé. Comme ça, en grandissant, il se questionnera. Où sont-ils mes droits? Pour faire une génération qui se révolte en réclamant le monde d'adultes auquel on les a toujours fait rêver. Nous allons maintenant accueillir les élèves de première. Et donc, pour commencer, nous attendons Emma Vadé. Tourner le dos. Un geste banal. Quotidien. Presque machinal. On le fait face à son réveil le matin, face à la pile de vaisselle ou face à son contrôle de maths. Lorsqu'il y a plus de lettres que de chiffres. Mais aujourd'hui, ce geste devient symbole. Le symbole d'une époque qui choisit de tourner le dos à ses devoirs. Et si maintenant je me retourne, ce n'est pas pour provoquer, non, mais pour partager avec vous une vérité simple. Avant de parler de ce que l'on veut, il faut d'abord parler de ce que l'on doit. Et pour comprendre le véritable sens du devoir, il faut revenir à son origine, là où tout prend racine. Nous sommes en 1950. Annie a 14 ans. 14 ans, et déjà les mains usées par la terre, les lessives et les casseroles. Chaque matin, elle se lève pour accomplir son devoir. Elle fait chauffer la bouilloire, allume la rôtissoire, file au lavoir. Mais pendant des années, Annie a eu trop peu de droits. Pas le droit d'étudier, pas le droit de diriger, pas le droit de voter. Mais elle ne lâche pas. Elle ne se plaint pas, tout comme des millions de femmes à l'époque qui font tourner les fermes, les foyers, les usines. Le temps passe et quelques années plus tard, Annie a 18 ans. Dans son petit village de campagne, Annie s'avance accompagnée d'un petit bulletin blanc dans sa main toute tremblotante. Elle glisse son bulletin dans l'urne et ce jour-là, ce qu'elle y dépose, ce n'est pas un simple bout de papier, non, mais le fruit de millions de devoirs accomplis par des femmes. Et cette histoire, ce n'est pas l'histoire d'une héroïne de roman. Celle d'Annie
c'est l'histoire de ma mamie. Et quelque part, c'est un peu la mienne aussi, finalement. Même si moi, j'ai grandi bien loin de son époque. Une époque où, année après année, des droits se sont étendus. Car oui, encore heureux, aujourd'hui, le mariage homosexuel n'est plus considéré comme une maladie mentale. Mais bon, doucement, cela ne fait que 10 ans. Oui, aujourd'hui, l'IVG est rentré dans la Constitution. Mais bon, cela ne fait que 2 ans. Et encore, nous sommes en France. Car pour être franche, cela dépend des pays. Et actuellement, je vous déconseille les États-Unis. Mais aujourd'hui, nous jouissons de droits qui nous semblent naturels. Mais rappelons qu'ils naissent de combats et de devoirs durement achevés. Et c'est là que le devoir rentre en scène. Les devoirs sont autant de leçons qui nous transmettent la patience, la persévérance, l'intelligence. Ils ne sont pas là pour nous faire plaisir. Ils sont là pour nous faire grandir. Vous savez, les devoirs sont un peu comme la soupe à la cantine. On la voit arriver, on se dit... Berk. Et puis quelqu'un lâche. Mais vous savez, ça fait grandir. Et puis hop, tout le monde en prend. Eh bien, les devoirs, c'est pareil. On râle, on n'en veut pas, mais sans eux, on ne grandit pas. Alors, mesdames et messieurs, rappelons-nous, si un professeur n'accomplit pas son devoir, alors le droit à l'éducation disparaît. Si un médecin n'accomplit pas son devoir, alors le droit d'être soigné disparaît. Si un policier n'accomplit pas son devoir, alors le droit d'être protégé disparaît. Le devoir n'est pas une simple option. C'est un combat, un moteur invisible qui propulse chaque droit vers la lumière. En 1928, Robert Baden-Powell nous dit « Le sel est âcre quand on le goûte à part, mais c'est le parfait assaisonnement qui donne aux mets toute leur saveur. Ainsi, les difficultés sont-elles le sel de la vie. Le sel ici, ce sont nos devoirs. Oui, le devoir pique parfois la langue, mais il donne du goût à nos victoires. Il assaisonne nos histoires. Il transforme la persévérance en fierté et l'effort en dignité. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, osons mettre du sel dans nos actes. Osons relever le plat de notre humanité. Osons donner avant de recevoir. Osons être celui qui commence pour que d'autres puissent continuer. Et si chacun de nous y met sa petite pincée de sel, sa petite pincée de devoir, alors les plats de notre monde auront enfin ce parfum d'équité, ce goût de solidarité, cette saveur de justice. C'est bon. Alors, nous accueillons maintenant Alexandrine Debelle. Mesdames, Messieurs, toute personne pouvant entendre ces paroles, j'exerce ici mon devoir de m'exprimer devant vous et mon droit de l'accomplir. À présent, je souhaiterais que vous vous imaginiez un instant que vos droits vous sont retirés. Alors dans ce monde-là, mon droit de me représenter ici devant vous ne serait plus. Peut-être aurais-je été absente, peut-être aurais-je été présente, mais restreinte. Peut-être que l'on m'aurait forcée à parler alors que je n'y consentais pas. Vous remarquez alors que, sans mes droits, mon devoir aurait été altéré. Il aurait été la volonté d'entrer, et non la mienne, de m'exprimer. Baden-Powell a dit « Faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite. » Veut-il dire alors que je dois laisser ce devoir prendre le dessus afin de mériter mes droits? Dois-je laisser une volonté autre que la mienne définir ce que je dois et ne dois pas faire? Et pour autant, moi aussi, j'estime être une citoyenne respectable qui connaît les limites de l'entendement. Pour autant, le cœur battant à ma poitrine, celui de jeune femme convaincue,
se trouve être en désaccord avec Baden-Powell. Je souhaite, mesdames et messieurs, que vous imaginez mon cœur battre en ma poitrine. Celui-ci est le cœur de femme qui vit par le sang d'autres femmes qui ont vécu pour qu'aujourd'hui je me tienne devant vous, fière et éloquente. Il est alors important pour moi de revenir dans l'histoire, pour ne pas oublier ceux venus avant et pour ceux qui viendront après. L'été 1789 est arrivé. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nouvellement actée, stipule dans son premier article « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». On y parle des hommes, mais pas des femmes. Réduit sur le regard jugeur d'autrui à l'état d'enfant. Une grande injustice s'est alors fait ressentir. Je m'adresse à présent aux hommes de cette assemblée. Lorsque vous regardez, mesdames, pensez-vous qu'elles sont comparables à des enfants? Chaque personne grandit et mûrit par cette expérience. On devient certes adulte parfois trop jeune ou l'on reste enfant trop tard. Mais nous savons nous tenir responsables envers nos causes. À présent, en juger par notre sexe, méritons-nous aussi des droits? Ou devons-nous vous être dépendantes à vie? Chaque femme, aujourd'hui comme à la Révolution française, remplit son devoir, et chaque homme également. Son devoir de citoyenneté, son devoir de parent, son devoir professionnel. Et alors que nous étions égaux en droit, en devoir, nous les femmes, nous étions méritantes des mêmes droits. Olympe de Gouges souhaitait combattre cette injustice. En prônant l'émancipation féminine, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle y écrit « Une femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir le droit également de monter à la tribune. » Sa réponse à son homologue masculin, donnant l'espoir aux femmes une possibilité de bénéficier de droits comme les hommes, lui a valu l'exécution publique le 3 novembre 1793. Parce qu'on est femme, on est jugé, victime des regards et des contraintes. Et alors que nos corps ont été mutilés, nos esprits souillés, nos volontés écrasées, nous ne méritions aucun droit. Laissez-moi vous parler de ma naissance à travers cette citation de la Servante écarlate. « J'avais 37 ans quand j'étais eue, disait ma mère. C'était risqué. Tu aurais pu être mal formée ou va savoir. J'étais une enfant désirée, c'est certain, et il y en a qui m'ont bien embêtée. Ma plus vieille copine m'accusait d'être pro-vie. J'ai mis ça sur le compte de la jalousie. Je remercie Margaret Atwood pour cette belle tournure qui m'a frappée par sa vérité lors de ma lecture de son récit dystopique. En France, les nombreux sacrifices pour que les hommes et les femmes bénéficient des mêmes droits, peu importe le genre, la sexualité, la classe sociale, ont fini par aboutir à ce que nos ancêtres avaient rêvé. Aujourd'hui, une famille bénéficie des moyens de vivre. Les parents travaillent des heures à peu près convenables, les enfants partent à l'école pour y être éduqués. Nous sommes au XXIe siècle. Mais il y a encore 2 siècles de cela, l'égalité des classes sociales faisait encore débat. Émile Zola et son roman Germinal est une preuve de son ambition de décrire la vie réelle, celle où les hommes, les femmes et les enfants risquaient leur vie tous les jours pour vivre. 1884 est l'année où il s'est rendu à Anzin, lors d'une grève de mineurs. Cela ne vous frappe-t-il pas? 1884 et nous sommes en 2026, seulement 142 ans se sont écoulés. La proximité des événements sert à nous rappeler que nous sommes les premières générations d'hommes et de femmes égaux en droit et que donc le devoir n'influe pas sur ce que l'on mérite, au contraire il le ternit. Mes exemples sont valables pour la France. Malheureusement, ce n'est pas partout dans le monde que les droits d'autrui sont reconnus pour tous et par tous. Je serais ravie de pouvoir m'attarder sur les causes internationales, mais je manquerai de temps. Alors je souhaite conclure à présent. Baden-Powell a dit « Faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite. » Je maintiens ma position de départ. Les droits ne sont pas des reflets des devoirs et ne doivent pas l'être. Ils n'ont rien d'un d'écoulement. Il s'agit de 2 notions distinctes qui, ensemble, fondent les bases de ce qui nous fait, nous, citoyens et citoyennes, libres, égaux et fraternels. Monsieur Baden-Powell a parlé, et je lui réponds.
Donnez-nous nos droits et nous ferons notre devoir. Merci. Alors, nous accueillons maintenant Kéra Géroé. Mesdames, messieurs, les jurés, bonjour. Nous voulons tous des droits, n'est-ce pas? On en parle, on les chante, on en rêve. On veut des droits pour tout, tout de suite, sans effort, sans détour. Mais le devoir, lui... Ah, le pauvre devoir. Quasiment personne ne l'invite à la fête. On l'a rangé au grenier entre la vieille morale et les promesses oubliées. Et pourtant, dans ce monde qui oublie si vite ses responsabilités, certains enfants n'ont pas mis leurs devoirs de côté. Chez Anoueb, 8 ans, elle a marché avec courage pour que chaque enfant ait les mêmes droits, parce qu'au fond, faire ce qui est juste passe toujours avant le reste. Cette idée, elle l'exprimait même avec une simplicité bouleversante. I was scared, but I was determined to march again. Vous voulez peut-être une traduction pour les non-bilingues? J'avais peur, mais j'étais déterminée à marcher encore. Elle a participé à la marche de Selma en Alabama aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques. Son action était un devoir, agir pour l'égalité. Et par ce devoir, elle a contribué à la reconnaissance des droits des Afro-Américains. Mais Shehan n'est pas un cas isolé. D'autres enfants ailleurs dans le monde ont eux aussi fait passer le devoir avant leurs propres droits. Malala Yousafzai, 11 ans. Elle commence à écrire anonymement sous le pseudonyme Gulmaké pour la BBC Urdu afin de dénoncer l'interdiction faite aux filles d'aller à l'école sous le régime du Taliban. Cet acte répondait à un devoir moral, défendre les droits des filles à l'éducation. À travers ses écrits, ce n'est pas seulement un enfant qui parle, mais une conscience qui résiste. J'ai fait un rêve terrible hier avec des hélicoptères militaires et les talibans, écrit-elle un jour sur son blog. Ces mots nous rappellent une chose essentielle. Les droits ne tombent jamais du ciel. Comme nous le dit Robert Baden-Powell, faites votre devoir d'abord, vos droits vous seront reconnus ensuite. Les devoirs, c'est la responsabilité que chacun doit endosser pour que la vie en société fonctionne. Autrement dit, les responsabilités précèdent toujours les privilèges. Cependant, l'histoire nous montre aussi l'inverse, des enfants qui ont reçu des droits sans jamais avoir à accomplir de devoirs. Remontons dans le temps. Nous sommes en 1643. Je vous propose une petite visite avec moi dans ce beau château de Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Dans ce beau château, le roi Louis XIII vient de mourir et un enfant de 5 ans à peine se retrouve propulsé. Roi de France. 5 ans, à cet âge-là, il ne sait évidemment ni gouverner, ni prendre des décisions pour un royaume entier. Malgré cela, il reçoit immédiatement tous les symboles du pouvoir. Le respect, les honneurs et l'autorité. Mais en réalité, nous savons tous que ce ne sont pas ces petites mains d'enfants qui dirigent le royaume. Louis XIV, enfant roi, montre ainsi qu'on peut parfois recevoir des droits immenses, un statut exceptionnel bien avant d'avoir la maturité ou simplement la possibilité d'en assumer les devoirs. Malgré tout, ces privilèges entraîneront des responsabilités. Le devoir envers son peuple, assurer les finances, diriger l'armée, et j'en passe. Au final, les droits et les devoirs, c'est un peu comme un duo. L'un ne va pas sans l'autre. Les enfants dont je vous ai parlé l'ont compris à un âge où moi, je savais à peine faire mes lacets. Alors si chez Anoueb, Malala Yousafzai et bien d'autres ont réussi à agir pour changer le monde, on peut sûrement faire un petit effort. Mais alors, qu'attendons-nous? Soyons des enfants changeant le monde.
Bravo!